L'émission Au goût de chez nous est rendue possible grâce à la collaboration de Bœuf et compagnie et par Formation S, le Duc du Vin. Bonjour tout le monde, bienvenue à Au goût de chez nous. Aujourd'hui, un petit spécial semaine de relâche. Question de s'occuper avec les enfants puis de cuisiner un petit menu où ce que tout le monde, toute la famille peut participer. Alors en entrée, et en repas principal, ça va s'accompagner merveilleusement. Une salade César, vinaigrette maison, croûtons maison. Donc on va préparer ça ensemble. On va servir ça avec une pizza végétarienne faite avec du fromage feta de chèvre et du fromage de chèvre. Puis on va faire une petite version aussi québécoise, donc une version avec fromage bocconcini et feta régulier, donc des produits du Québec un peu plus institutionnels, mais quand même un peu plus communs, peut-être plus accessibles et plus agréables pour les enfants. On va garnir ça avec des légumes qu'on va faire griller à la poêle, qu'on va déglacer au vinaigre balsamique. Ensuite, pour dessert, des choux à la crème. Donc, on va préparer des beaux gros choux farcis de crème fouettée puis trempés dans un beau glaçage au chocolat. Alors tout le monde, on enfile nos tabliers et c'est parti! Alors, première étape, on va commencer par notre dessert comme toujours, puisqu'il faut qu'il ait la chance de cuire et de refroidir avant qu'on puisse le finaliser. Donc, pâte à choux, une pâte très simple à faire, c'est une base en cuisine, donc c'est quelque chose qui peut vous servir autant pour les choux de ce soir que pour fabriquer des entrées spéciales un jour. Donc, le petit chou, on peut le faire de différentes grandeurs, différentes grosseurs. Aujourd'hui, on va viser genre balle de tennis, donc quelque chose d'un peu plus gros, plus malléable, qu'on va pouvoir remplir plus facilement surtout. Pâte à choux, c'est pas difficile. Ça prend 4 ingrédients. Donc, vous allez avoir besoin d'une tasse d'eau. En fait, on va mettre 200 ml d'eau. C'est pas vraiment une tasse. On met dans une casserole. On amène ça à ébullition, donc feu élevé. Ce 200 ml d'eau, on va rajouter un petit peu de beurre. On a besoin à peu près d'une demi-tasse. Donc, moi, j'ai un indicateur ici pour une tasse. Fait que je sais que ce qui reste dans ça, c'est exactement ce que j'ai besoin. Donc, dans le chaudron. On a porté ça à ébullition. Maintenant, on va rajouter une tasse de farine. Et là, on verse ça d'un trait, puis on prend une cuillère de bois, puis on va la faire cuire dans le chaudron. Donc, ça va faire une boule de pâte qu'on va promener dans le chaudron, puis on va la faire suer pendant environ 1 minute et demie, 2 minutes. Donc, aussitôt que je verse, ça va former une pâte. C'est cette pâte-là qu'il faut cuire. Donc, toujours feu élevé. On la promène dans le chaudron. Vous allez voir, ça fait facilement une belle boule de pâte qui va se promener. Donc, pas difficile à savoir si vous avez réussi ou pas. Ça ressemble à ça. Alors, pendant 1 minute et demie, on va la brasser comme ça. Ça va être... Le but, c'est de faire évaporer l'eau dans laquelle on a fait fondre le beurre. Plus le chou va cuire, il va perdre de vapeur ici. Plus facilement, il va être croquant tantôt quand on va le faire rôtir au four. Tenez-vous un deuxième bol à côté de votre casserole, parce qu'aussitôt que c'est prêt, on va la transvider dans le bol pour qu'elle refroidisse un petit peu. Puis une fois qu'elle va avoir tiédi, on va pouvoir ajouter les œufs. La pâte à choux, c'est vraiment très... On peut faire plusieurs utilisations avec ça. Donc, on peut faire des entrées, on peut faire des desserts. Dans les entrées, on pourrait faire une mousse de foie de volaille, une mousse de crevettes, des œufs, un mélange à œufs qu'on mange dans les sandwichs habituellement. Toutes les sortes de farces qu'on peut. On n'a qu'à couper le chou en deux ou bien trouver un orifice avec un crayon puis avec une poche à pâtisserie, la farcir de notre mélange. Donc,
là, il n'y en a plus. Alors, ce mélange-là, on va le laisser tiédir pendant environ 5 minutes sur le comptoir. Mon bol étant froid puis le mélange étant chaud, surtout que je l'ai mis dedans, et le contact du bol froid a déjà fait refroidir. Donc, 5 minutes, ça va être amplement. Le temps que ça refroidisse, on va préparer notre vinaigrette pour notre salade César. Parce que je veux que les saveurs aient le temps de se marier un petit peu en l'étant au frigo. On va la serrer tout de suite après. Donc, pour faire ça, on a besoin d'à peu près 5-6 ingrédients. On va d'abord besoin d'un contenant. Et si vous avez un pied mélangeur à la maison, c'est le temps de le sortir. Le voici, le voilà. Pour faire une vinaigrette César, on a besoin des ingrédients très typiques que vous allez voir. On a besoin d'œufs premièrement pour faire une consistance mayonnaise. Donc, j'aurai besoin de 2 jaunes d'œufs. La moutarde de Dijon, on va avoir besoin d'une cuillère à thé. Sel et poivre. Mais en fait, on va mettre le sel seulement parce qu'il y a un ingrédient qui entre dans la composition de notre vinaigrette César, qui est très, très salé et que tout le monde aime. C'est vraiment un ingrédient préféré de tous. C'est des anchois. Alors, tout le monde adore les anchois. C'est juste que personne ne le sait. Tout le monde adore la salade César. Personne ne sait que l'ingrédient principal ou le plus goûteux dans notre vinaigrette, c'est les anchois. Donc, à l'épicerie, dans la section des beurres, parce que je vais mettre ça à côté du beurre, vous allez trouver des petites boîtes d'anchois. Il y en a 2 sortes. Il y a des filets d'anchois ou il y a des filets d'anchois enroulés autour d'une capre. Et comme notre recette de vinaigrette César a besoin de capre, je vous invite à acheter celle qui donne un petit capre gratuit au milieu de votre anchois. Donc, vous n'aurez pas besoin d'avoir 2 plats dans votre armoire ou dans votre frigo qui vont traîner pendant des années. On va avoir besoin de 3 filets d'anchois. Et ça, c'est très, très, très salé. C'est dans de l'huile et du sel, donc c'est... Wow! Très salé. On va avoir besoin aussi de vinaigre de vin blanc. « 45 ml. Je les ai comptés. Ils sont tous tombés. Avec le pied mélangeur, on va essayer de réduire ça en purée. Deuxième ingrédient qu'on ne peut pas se passer, de l'ail. L'ingrédient numéro 2 dans la conception de la vinaigrette César. 3 gousses d'ail. On veut que ça goûte, mais je ne veux pas non plus que ça devienne agressant. Donc, on va vérifier si ce n'est pas des vieilles gousses, premièrement. Le germe a l'air assez gros, donc on va les dégermer, ceux-là. Et avec les doigts, on a juste à venir chercher le germe qui est au centre. Dans notre vinaigrette. Ça, c'est réglé. On brasse quelques minutes. Maintenant, on va rajouter notre huile. Alors aujourd'hui, on va utiliser une huile d'olive assez douce. C'est une huile d'olive de La Belle Excuse, c'est une compagnie québécoise qui importe de l'huile de graisse. Mais l'étiquetage, l'embouteillage se fait quand même ici. Donc pour ce beau produit-là, j'ai besoin d'huile d'olive. Ça va typiquement avec notre recette. On laisse couler en filet fin, tout en fouettant. Ça va créer une émulsion, ça va créer notre mayonnaise. Là, on va en verser environ 150 ml d'huile. Alors, notre consistance est bien là. Très crémeuse, très onctueuse. Tout ce qui va nous rester à rajouter, c'est une bonne cuillère à soupe de parmesan là-dedans, puis ça va être prêt. Un dernier petit coup de mélange. Je vais laisser ça au frigo. Je veux que ça laisse frais jusqu'à la dernière minute, jusqu'on va faire le montage puis le dressage de notre assiette. Donc, gardez ça au frais à cause des jaunes d'œufs, ça peut être plus dangereux. À la maison, vous pouvez garder ça de 3 à 5 jours au maximum, vu qu'il y a des œufs frais là-dedans. Donc, c'est ça qui peut arriver, c'est que la salmonellose peut se développer. Très faible risque,
mais quand même, on ne prendra pas de chance. Donc 3 à 5 jours, c'est pour ça qu'on en fait une petite quantité. On devrait être capable de passer tout ça aujourd'hui avec une pomme de salade romaine. C'est une belle grosse. Notre vinaigrette est au frigo. On a notre pâte à choux qui est encore en train de refroidir. On va profiter de ces derniers moments-là pour préparer notre pâte à pizza. On va faire une pâte à pizza maison, vraiment pas compliqué, vous allez voir, c'est très simple. Puis là, c'est le temps d'appliquer les enfants. Il y a du pétrissage, donc de la plasticine à faire. Première étape, un grand bol. Vous allez avoir besoin de 2 tasses de farine. En fait, c'est 500 g de farine que j'ai besoin. C'est pas exactement 5, c'est plus 3 tasses de farine. Donc, si vous n'avez pas de balance à la maison, 500 g, c'est à peu près 3 tasses. 2 tasses, c'est 5 huitièmes. Là, c'est pas... On y va avec 3 tasses. À ça, on va rajouter de la levure instantanée. C'est de la levure sèche, c'est pas de la levure fraîche. Celle-ci, elle n'a pas besoin d'être activée dans l'eau. C'est de l'instantané. Il y a la version aussi sèche qu'il faut activer dans l'eau, donc il faudrait la mettre dans l'eau tiède pour qu'elle commence à faire de la mousse. Celle-ci est vraiment très avantageuse. C'est celle que j'utilise à 3/4 du temps parce que justement, on n'a pas besoin de se soucier de cette activation-là. On n'a qu'à la mettre dans la farine avec tous les autres ingrédients et on rajoute de l'eau tiède et la levée va se faire automatiquement. Levure, 2 sachets, donc c'est 7 g par sachet, vous avez 14 g de levure. Du bon sucre. On va mettre 2 cuillères à soupe de sucre là-dedans. Le sucre va servir, à me donner pas une belle consistance, une bonne saveur à notre pâte, mais ça va aussi nourrir la levure puis permettre une belle gonflée. Une cuillère à thé de sel. Puis là, ceux qui me disent « Hey, il vient de mettre du sel sur de la levure, il va la tuer », c'est pas vrai. Ils sont déjà déshydratés et sèches, il n'y a pas de danger, aucun problème. 250 ml d'eau chaude. Là, je parle pas de brûlante, là, je parle de l'eau chaude du robinet. Si je mets de l'eau froide, la levure va s'activer quand même, mais ça va être beaucoup plus long. Ce que je veux, c'est qu'elle se mette à grossir tout de suite. Puis une levure, pour grossir puis gonfler, ça a besoin de chaleur et d'humidité. 250 ml. Puis on va se mettre un petit 30 ml d'huile d'olive. Tantôt, au moment de la levée, je vais faire que je badigeonne la pâte aussi avec de l'huile d'olive. Donc, le restant qu'on a inscrit dans la recette, vous allez voir que c'est là que ça va aller. Avec une fourchette ou le bout de vos doigts, libre à vous. C'est sûr que vous allez avoir les doigts sales, c'est là que les enfants peuvent s'impliquer, vous allez vous sauver ça. On verse et on amalgame. On commence à la fourchette, mais on va pétrir avec les mains après. On transvide un coup que c'est bien amalgamé, ou presque. On la met sur le plan de travail, puis là, on va pétrir avec les mains. Si jamais vous avez un malaxeur à la maison, un peu comme on va utiliser tantôt KitchenAid avec le bol, il y a un crochet qui se vend avec votre appareil. C'est fait pour faire de la pâte à pain ou de la pâte à pizza, donc utilisez ça. Mettez tous les ingrédients dans votre bol, les ingrédients secs. Mettez le crochet, partez l'appareil et laissez pétrir ça pendant un bon 10 minutes. Fait que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la pétrir pendant 10 minutes jusqu'à temps que ma boule soit lisse, élastique et pas trop collante. Si jamais ça colle trop, on va juste rajouter un peu de farine, comme je vous ai dit. Si on mesurait en tasses, c'est moins précis un peu qu'en grammes. Ça peut arriver que la pâte ait besoin d'un peu de liquide ou le contraire d'un peu de farine. L'important, c'est qu'elle colle, mais pas au point de rester collée sur le plan de travail. Comme là, elle est juste correct. Je sens qu'elle me colle après les mains, mais elle est quand même pétrissable. Quand je pétris, dans le fond, je la fais rouler sur ma paume de main. Je l'étire, puis on la replie comme ça. À un moment donné, on le fait vite, là, mais gênez-vous pas. Comme je vous dis, 10 minutes. Mettez tes enfants à profit, c'est le temps. Regardez comment elle est rendue belle, là. Elle est toute belle, toute lisse. On va la remettre dans notre bol. On va l'arroser avec un petit peu d'huile. On va rouler le bol pour l'envelopper comme il faut dans l'huile. Pellicule plastique par-dessus ça.
Et là, on va la laisser gonfler dans un endroit chaud. Et pas à l'abri des courants d'air, on a mis une pellicule, ça ne donnera pas grand-chose, c'est correct. Donc, juste la mettre dans un endroit chaud pendant environ une petite demi-heure. Elle devrait gonfler presque pour remplir ce bol-là. Une fois qu'elle va être gonflée, on va l'écraser puis on va l'étendre tout de suite sur nos croûtes à pizza. Notre pâte à choux a refroidi. Donc, on va profiter de ce moment-là pour ajouter 2 œufs là-dedans. Puis on va mettre 2 œufs entiers et un à la fois seulement. Il faut vraiment incorporer l'œuf avant d'en rajouter un deuxième. Vous allez comprendre pourquoi. Quand je vais mettre à mélanger, ça va faire comme un peu gibloteux. Ça a tendance à ne pas vouloir rentrer dedans, mais continuez à brasser, puis vous allez voir qu'il va finir par s'amalgamer. Deuxième œuf. C'est ça que ça fait. Des petits morceaux de boule de pâte qui s'englutinent autour du blanc d'œuf, puis ça fait gélatineux, puis ça colle pas, puis on a l'impression que jamais tu vas en venir à bout. Et le miracle arrive, ça fonctionne, tout est beau, tout va bien et tout est merveilleux. Il est possible, selon toute éventualité, la grosseur des œufs, que vous en ayez besoin d'un troisième. Donc, il faudrait juste prévoir peut-être que vous allez avoir besoin d'un troisième. Comme ici, la pâte est un petit peu encore trop ferme. Pour qu'elle soit parfaite, il faudrait qu'elle s'étire un petit peu plus que ça. Elle me collerait plus entre les doigts. Je vais en rajouter un troisième. Mais il est possible que vous n'en ayez pas besoin d'un troisième. Il faut vraiment évaluer la consistance de votre pâte. Comme je vous dis, mesurer de la farine à la tasse puis au gramme, c'est jamais pareil. Voilà, beaucoup plus souple, moins friable que tantôt. Pour faire cuire nos choux, on va avoir besoin d'une plaque avec un papier parchemin dessus. Puis un four allumé à 425 degrés. Les choux ont besoin d'un coup de chaleur. Donc, ce qui va les faire gonfler, c'est le contraste chaud-froid. En les mettant dans le four, si on les met dans une chaleur intense, ils vont avoir tendance à vouloir gonfler vite. C'est ça qu'on veut avoir. Il ne faut pas que ça soit trop chaud. Donc, 425 à la maison, ça devrait être parfait. Si vous avez une poche à pâtisserie, c'est le moment de s'en servir. Sinon, vous pouvez utiliser une cuillère à soupe ou une cuillère à crème glacée. Aujourd'hui, on va utiliser la cuillère à crème glacée. Donc, ceux-là sont numérotés. D'habitude, c'est le numéro 30. Je crois que c'est parce qu'on peut faire 30 boulettes au kilo là, pour une viande. Ils ont des petits numéros dessus. Vous regarderez, celle-là, c'est la numéro 30. Ça va vous donner un chou environ d'une balle de tennis. Donc, l'important, c'est de bien remplir la cuillère jusqu'à ce que ça déborde. Puis, on la dépose sur le papier. Cette recette-là devrait vous donner de 10 à 12 choux. Pour terminer, on va faire une petite dorure. Donc, on va avoir besoin d'un œuf dans un petit bol, dans lequel on va mettre une cuillère à soupe d'eau. Avec une fourchette, on va juste le battre légèrement. Donc, vous trempez votre fourchette dans votre mélange et vous effectuez à la surface de chaque chou, ça les chemises de l'archiduchesse Chantecheste ou archiceste. Je vais me pratiquer encore un peu, mais ça va, je vais l'avoir. Donc, sur chaque chou, vous allez faire un petit croisé avec votre fourchette comme ça. Ces petites incisions-là, ça a l'air de rien, mais ils vont aider le chou à se développer. Puis la dorure va lui donner une belle couleur dorée. Donc, au four, 15 minutes à 425. Ensuite, on va baisser le four à 325 pour environ 35 minutes supplémentaires. Alors, bonjour tout le monde! Encore une fois, aujourd'hui, nous avons la visite du prestigieux Serge Leduc des ateliers S. Leduc du vin. Alors, bonjour Monsieur Leduc, ça va bien? Bonjour Nicolas.
Aujourd'hui, on a préparé un menu plutôt familial. Oui. La semaine de relâche approchait. Je me suis dit, Effectivement. pourquoi pas cuisiner en famille? Alors, pizza maison végétarienne. Délicieux. Avec pepperoni peut-être pour que les enfants, mais Oui. on Un verra moitié, ce- mettons un moitié-moitié. Oui, on verra ce que les autres décident à la maison, c'est libre à eux. Et on accompagne ça d'une salade César maison. Donc, un produit assez gras, assez riche en saveurs avec l'ail, le fromage parmesan, puis on a aussi les légumes qui sont grillés. Oui. Donc, OK. quelle sorte de vin est-ce qu'on accompagne de ces plats qui sont quand même assez typiques? Il y a beaucoup de gens qui mangent ça, puis on se dit toujours peut-être qu'une pizza, c'est pas assez noble pour être accompagné d'un vin, mais je pense qu'il y a de la place. Oui, effectivement, sans nécessairement prendre des grands crus, bien entendu, mais deux beaux petits vins. J'ai sélectionné deux vins, encore comme à l'habitude, un vin rouge du Québec. Tout près d'ici, Gio Monpetit et fils. On connaît très bien. Très bien, un beau vignoble, pas tellement loin d'ici, et qui produit de belles choses. Et le vignoble comme tel, la boutique, et des gens d'abord très sympathiques et aussi des produits intéressants. Ça, c'est évidemment la chose la plus importante. Mais en plus de ça, on a du personnel très accueillant pour nous faire déguster les différents produits. C'est vraiment, vraiment formidable. Là, on parle aujourd'hui d'un petit bébé à eux autres que j'ai goûté il y a quelques années et qui a beaucoup évolué depuis. Absolument. C'est vraiment... on a passé d'une marche à une autre. Là. Oui, effectivement. Ben, c'est comme j'expliquais au premier épisode, le vignoble québécois prend évidemment de la maturité. Exactement. Et donc, les vignes aussi, en étant plus vieilles, produisent de meilleurs raisins. Et en conséquence, en bout de ligne, la finalité, on a du meilleur vin nécessairement. Donc, Mont-de-Lys, c'est son nom, élaboré à 100% à partir du cépage Sainte-Croix. Donc, encore là, le vin est quand même frais. Ça, c'est très important lorsqu'on déguste des vins. Donc, une robe assez intense. Là. La façon de déterminer l'intensité d'un vin, c'est en mettant notre coupe en 45, mais notre doigt derrière, comme ici, on ne le voit pas. Ah, c'est ça. Quel doigt? Donc, oui, c'est ça. On ne voit pas le doigt, effectivement. Donc, en présence d'un vin qui a une belle extraction au niveau du Sainte-Croix, du cépage Sainte-Croix, fait quelque chose d'intéressant. Au nez, on sent les côtés fruités. Exactement. Intéressant. Cassis. Effectivement, fruits noirs. Et on est plus du côté, une petite pointe de boisé, mais plus le côté floral aussi qui ressort. Je trouve ça très intéressant. Ah. En bouche. Moi, ce que j'aime de ce vin-là, c'est la petite note sucrée. Effectivement. Elle est très présente. C'est la chose qui a beaucoup amélioré. Je me souviens que les premières années qu'on l'avait bu, c'était du Welsh concentré. Ah oui? On avait... Très sucré. Oui, c'était très sucré. Là, on a le côté boisé, fruité prend le dessus. Il y a une petite acidité qui apparaît, qui n'était pas là, on aurait dit au début. Okay. Moins présente, en tout cas. Là, aujourd'hui, c'est un que j'apprécie beaucoup. Avant, je focalisais beaucoup sur le Montpellier, qui est un autre vin qui est plus boisé, plus sec. Mais vraiment... Intéressant. Et puis, intéressant. le petit côté sucré va venir faire un contraste avec nos légumes grillés et puis avec le fromage aussi, la tomate aussi, un petit côté. Le côté acidité va bien aller avec la tomate, mais ça va être un peu sucré-salé, fait que ça devrait être intéressant Excellent, oui. Comme accord. Et pour accompagner toujours notre pizza, côté, on s'en va en Italie, on s'en va dans les Pouilles. Côté ouest-est de l'Italie. Sangiovese, donc le même cépage qui sert à élaborer les grands Chianti en Toscane, mais là on est un petit peu plus au sud, de la maison Pasqua. Et on va goûter ça à l'instant. Ah, déjà une couleur beaucoup plus rouge. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc au nez, c'est différent, peut-être plus fruits rouges. Tantôt on était plus sur fruits noirs. C'est facile quand tu es un à côté de l'autre de voir les différences. Hein. D'une fois à l'autre, on a tendance à se dire, je me souviens plus de l'autre. Même moi, j'ai un petit livre que je m'étais acheté en me disant, je vais écrire le nom des vins que j'aime dedans, puis finalement, il n'y a rien d'écrit dedans. Puis une fois à l'autre, j'oublie le nom du vin, et le pourquoi je l'aimais. Donc, puis inversement, pourquoi on ne l'aime pas et éviter de le racheter. Exactement, ça serait donc... Petit conseil du jour, tenez votre petit livre, j'aime pas, j'aime, noir, rouge, je sais pas, trouver des couleurs significatives. Ça doit être ça. Alors, je me sacrifie encore une fois. Donc ici, on a une présence tannique. On est deux vins vraiment différents. Une présence tannique un petit peu plus astringente. C'est le mot que j'allais vous dire. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer si un vin est rempli de tanins ou pas? Une présence tannique plus importante que l'autre. C'est le petit côté qu'on fait comme...
Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on a la bouche sec, donc... Ça sèche la langue un peu. C'est petit, des fois, c'est un peu rugueux, mais ça l'est quand même pas. C'est agréable. Il y a certains vins à base, par exemple, du cépage Tanat ou, comme le nom l'indique, Tanat, Tanin, ça se ressemble. Il doit être assez puissant. C'est assez, oui, exactement. Tu as l'impression que la langue t'épaissit un petit peu. C'est vraiment, vraiment très, très excellent de poignant. manger de l'Indien, là, que le feu pogne dans la langue, ça brûle toute la pâte. Non, c'est n'importe quoi. Et puis, alors qu'ici, on a quand même des tanins qui sont présents, on le sent sur la langue, Oui. mais c'est vraiment pas... Il se dissipe assez facilement aussi. Exact, exact. Donc, encore ici, avec le côté tomaté, parce qu'on a une belle acidité, le côté tomate de notre pizza, avec ça, ça devrait être fort agréable aussi. Eh bien, encore une fois, j'en apprends. J'espère que c'est pareil pour vous, c'est toujours très agréable. Donc, un gros merci encore une fois. C'est un plaisir. On vous suit toujours sur Internet pour Absolument. suivre la liste de tous vos ateliers que vous donnez en ce moment. Je sais que vous avez une chronique également dans le journal Le Soleil. Tout à fait. Donc, je crois que vous avez d'autres journaux aussi. Je ne sais pas si vous voulez le signaler aux gens. Oui, j'écris dans le journal Le Soleil et aussi Le Reflet de Delson. Le Soleil, c'est Le Soleil de Châteauguay, donc qui publie ici de Bois-Noir jusqu'à Châteauguay, Mercier et les environs. Et c'est une chronique qui est publiée aux 2 semaines. Donc, et puis, on a la même chose aussi au niveau du Reflet, c'est aussi publié aux 2 semaines. Donc, chaque semaine, chaque 2 semaines, on peut apprendre quelque chose de nouveau. Absolument. Vous conseillez des vins, j'imagine, dans cette chronique-là. Toujours 3 recommandations de vin, plus une petite capsule sur quelque chose que j'ai découvert, une région, un producteur ou quelque chose comme ça. Vous, comment on est presque pareil. Je pense que c'est dans le gène des Leduc, on parle avec les mains. Avec les mains, vous êtes italien, tout, on serait capable de faire une émission de télévision avec ça. En tout cas, on se revoit la semaine prochaine. Ciao, baby. Pour notre pizza, on va avoir besoin d'une garniture. Notre garniture aujourd'hui, c'est des légumes grillés. Pour faire notre sauce, je vais utiliser des petites tomates cerises et de l'ail confite. Donc, il faut que je fasse confire ça tout de suite, sinon ça ne sera pas prêt. Petit papier d'aluminium carré, 2 gousses d'ail entières, 2 têtes d'ail entières, un petit peu d'huile, un petit peu de poivre. On fait un petit paquet avec ça, on envoie ça au four en même temps que nos choux pendant environ 35 minutes. Cette ail-là, on va la défaire tantôt puis on va s'en servir pour faire notre sauce à pizza. Pour notre pizza, on va avoir besoin des légumes. Là, vous pouvez mettre tous les légumes que vous voulez, c'est libre à vous. J'ai une préférence pour l'oignon, le zucchini, les champignons et les poivrons. On peut rajouter du chou-fleur, du brocoli. On peut mettre des olives, je crois qu'on va en avoir dans le frigo tantôt. On va peut-être rajouter des olives aussi. Et pour garnir notre fromage, on ne mettra pas du mozzarella comme toutes les pizzas. Aujourd'hui, on va faire un petit spécial. On va faire une avec bocconcini et fromage feta du commerce qu'on peut acheter partout. Et une autre avec le fromage, les garnottes de la fromagerie Ruban Bleu, qui est un petit fromage frais qu'on va déposer dans de l'huile aux herbes. Donc, ça va être celle-là. Puis, on va aussi mettre du feta de chèvre sur la deuxième. Donc, les enfants pourront goûter celle qu'ils préfèrent. Et ensuite, vous aurez une sélection pour la prochaine soirée pizza. Les légumes, on va les tailler en morceaux assez grossiers, mais je ne veux pas qu'ils soient plus gros qu'une bouchée qu'on puisse rentrer dans la bouche. Oignons, poivrons de chaque couleur, zucchini et quelques champignons de café ici que j'ai. Je préfère les champignons café aux champignons blancs de Paris. Je trouve qu'ils se conservent mieux, Ils sont plus fermes, donc c'est plus le fun à manger que les petits blancs qui ont tendance, on dirait, à s'écraser facilement. Ceux-là, je les coupe en 4. Vous pourriez mettre aussi des cœurs d'artichaut, des ananas. Il n'y a vraiment pas de limite. Vous pouvez même mettre du pepperoni et du mozzarella régulier sur votre pâte à pizza. Ça ne me dérange pas. Mais je vous conseille quand même d'essayer celle qu'on fait ce soir. C'est très différent, très goûteux et très bon. Zucchini en 4 et en morceaux d'environ 1 cm. Pour l'instant, ils sont un peu gros, mais quand on va les faire rôtir, ils vont perdre beaucoup de leur eau, ils vont rapetisser, ils vont devenir un peu plus souples aussi. Donc
Donc l'oignon, on le coupe en 2. Ensuite, je dirais en 3. Puis dans l'autre sens, même chose. Ça, on va essayer de les séparer un petit peu. Pas qu'il reste de trop gros morceaux. Et là, quand on dit légumes grillés, dit chaleur intense. Donc, je vais partir ma poêle tout de suite pour qu'elle chauffe. Je ne mettrai pas d'huile dedans. Je vais attendre qu'elle soit très chaude. Dernière minute, on va mettre un filet d'huile d'olive ou de canola. On va lancer nos légumes tout de suite dedans pour qu'ils prennent la coloration, puis on ne les brassera pas. On va les revirer de temps en temps pour être sûr que tous les légumes dans la poêle vont avoir une coloration. Piment, je vais enlever les 2 bouts. Coupe un côté, insère le couteau et déroule le rebord pour gagner. Et on coupe ça en gros morceaux. Environ la même grosseur que tous nos autres légumes. Poivron jaune, même chose. Les 2 extrémités. Coupe sur le côté. Déroule le rebord. Notre sauce tomate, on va la faire avec des petites tomates cerises ou tomates raisins. Prenez les petites tomates que vous voulez. Si ça peut être des grosses tomates entières, il n'y a aucun problème. Je trouve juste que des fois, les petites tomates raisins comme ça, ils ont plus de chair que les tomates, les grosses tomates, parce qu'il y a beaucoup d'eau dedans. Vous allez avoir besoin d'un petit plat. Ici, on va utiliser ça. On va le mettre directement dans la poêle. On va poivrer. Un petit peu de sel. Piment d'Espelette ou piment fort broyé à la maison. Un petit pincé comme ça. Puis là, on va tricher un peu. Les garnottes sont vendues dans de l'huile parfumée déjà. Puis Caroline, à la fromagerie Ruban Bleu, elle utilise l'huile de canola des saveurs d'Elgin pour faire ses petites garnottes. Donc, on va, tant qu'à perdre notre belle huile, pleine de saveur, puis qui sent la pizza, on va juste arroser nos tomates avec ça. Ça, on va les laisser s'enrober d'huile, puis mariner un petit peu. Tantôt, on va les mettre au four pour les faire rôtir juste un petit peu, qui commencent à éclater. Aussitôt qu'ils commencent à éclater, ils sont déjà cuites, on va les ressortir, on va les écraser à la fourchette, puis ça va servir de sauce pour notre pizza. Pour notre salade César, on va avoir besoin de croûtons. On va faire nos croûtons maison. J'ai acheté une petite miche à l'épicerie. Donc ça, c'est vraiment pas suspendu. Puis ça va faire des excellents croûtons. Donc, il faudrait juste enlever la croûte de surface un tout petit peu. Puis plus il est sec, mieux que c'est. C'est pas obligé d'être une job parfaite. Dans le fond, ce que je veux, c'est qu'il y ait plus de surface mi qui va permettre un meilleur rôtissage quand on va mettre nos croûtons au four. Ça, on va couper ça en cubes, environ 2 cm par 2 cm. Attention à vos doigts avec les couteaux à pain, surtout si c'est les enfants qui coupent. Ça mange des doigts, ces affaires-là. J'ai quelques cicatrices pour le prouver. Ça, c'est le signal que nos choux sont dans le four depuis 12 minutes à 425. On va juste baisser la température. Ils ont bien gonflé, c'est ça qu'on voulait. Maintenant, je veux qu'ils cuisent puis qu'ils sèchent. Donc, on va baisser ça à 350, 30-35 minutes. Alors, notre mie de pain. Là, ça se peut qu'il y en ait de plus que nécessaire, mais un bon ziploc. On peut mettre ça au congélateur. Quand on a besoin, on les ressort, on les met au four pendant 5 minutes juste pour les réassécher comme il faut. Ça va être parfait. Notre petite huile de garnotte qu'on a faite tantôt, on va juste en verser. Avec un papier parchemin, on va envoyer ça au four. On les disperse. On va mettre ça au four à 350 avec nos choux, 5 à 10 minutes. Puis on va essayer de les brasser un petit peu pour que chaque surface ait la chance de griller. Donc pas trop les tasser, les espacer. Permettre une circulation d'air et de chaleur autour.
On va les regarder pour qu'ils soient bien dorés comme des belles toasts. Nos légumes, on va les mettre dans ce bol-là. On va s'approcher de la cuisinière, on va faire rôtir tous nos légumes. Ça a l'air de beaucoup de légumes pour 2 pizzas, mais un coup qu'ils ont cuit, ils perdent beaucoup d'eau les légumes, donc ils vont diminuer beaucoup. Un petit peu d'huile. Puis on verse tout de suite, sinon l'huile va devenir trop chaude. On enrobe en brassant un petit peu. Et là, on laisse rôtir. Donc, j'y touche pas trop. En 2 minutes, on va les brasser un petit peu. On va essayer d'aller chercher une coloration partout. Quand ils vont être bien rôtis tout le monde, on va saler, poivrer, puis je vais déglacer au vinaigre balsamique ma poêle. Le vinaigre va s'évaporer, puis il va pénétrer les légumes. Ça va leur donner un petit côté, un petit zing, comme on dit. Ça va être excellent. Avez-vous remarqué quand on va au restaurant manger une salade, la salade est toujours comme croquante ou plus solide, on dirait plus rigide. Chez nous, quand on la met au frigo, elle a tendance à devenir molle. Mais une seule façon d'avoir une belle salade croustillante, c'est quand vous avez de la salade qui commence à être molle un peu comme ça, soit parce qu'elle a pris un coup de chaleur ou parce qu'elle commence à se détériorer, c'est de la couper. On retire ça et on la met à tremper dans de l'eau glacée. Alors, une nouvelle coupeur, comme nos sapins de Noël, la feuille va boire un petit peu d'eau, pas beaucoup, mais juste assez pour lui redonner son corps. Donc, une belle pomme de romaine comme ça, dans l'eau glacée. On va la laisser tremper le temps que ça va prendre 15 minutes, 20 minutes. Nos légumes vont être prêts dans 2 minutes. Je vais enfourner tout de suite mes petites tomates pour pouvoir faire ma sauce parce que notre pâte a gonflé sur le frigo. Ça commence déjà à être atteint le niveau qu'on voulait avoir. Donc, les petites tomates enrobées d'huile avec notre poivre, notre sel. On met ça au four. Nos croûtons sont corrects, ils ne sont pas commencés à colorer encore. Ça ne devrait pas être trop long. Je vais saler mes légumes. Belle coloration, belle caramélisation. Ça accentue le goût des légumes. Parfait, c'est en plein ça qu'on veut. Savez-vous aussi, vous pourrez acheter peut-être des morceaux de saucisson. On a plein de petites boucheries artisanales au Québec qui fabriquent des beaux saucissons secs. C'est pas obligé d'être quelque chose de l'épicerie. Essayez des variantes différentes à vos pizzas. C'est toujours très agréable de redécouvrir la pizza à un moment donné. Là. Un pepperoni fromage avec les oignons tout mous et plein de jus. Là. On a fait le tour, on dirait. Je l'ai trop brassé, avez-vous, que le bruit a arrêté, a commencé à arrêter de chauffer, se mettre à bouillir, ben, je les ai trop brassés, faut pas. Parle, genre. Je mets les 2 mains dans tes poches, puis regarde là. Excusez. On va les laisser rôtir comme il faut. Je veux vraiment qu'il n'y ait plus d'eau. Sinon, nos légumes vont être tout mous, tout flasques, puis il va y avoir une grosse flaque, puis notre pâte, ça va être pâteux, gélatineux. Ben, c'est pas ça qu'on veut. On va pouvoir commencer à couper nos fromages aussi. Oui, petite intrus. Ici, j'ai du fromage de chèvre. C'est un feta de chèvre. Donc, je vais préparer une pizza totalement chèvre et une totalement vache. Couper ça en petits cubes. On n'a pas l'habitude de manger le feta chaud, mais je trouve que c'est une belle touche pour pouvoir aller chercher une petite pointe de salé dans notre pizza. Du fromage bocconcini. Le bocconcini, il n'y a pas vraiment de saveur. C'est un fromage très jeune. Dans le fond, ça deviendrait de la mozzarella si on le laissait vieillir un petit peu. Mais c'est un fromage qui est quand même très élastique pour ce qui est de la consistance. C'est parfait pour nos pizzas. Avec le salé et du poivre, toutes les saveurs de légumes qu'on va rajouter, ça va se compléter à merveille. Puis en plus, on a notre feta. Donc, on va mettre un peu de feta aussi. Pas obligé de tout le prendre. Celui-là, il est pas mal gros.
feta de vache, c'est comme ça, il est un petit peu plus sec que celui de chèvre. Celui de chèvre est vraiment crémeux, il est vraiment agréable. Puis ceux qui trouvent que le fromage de chèvre goûte trop fort, devraient essayer le fromage à Caroline, c'est vraiment excellent. Les légumes sont bien rôtis, sont bien caramélisés. L'eau s'est bien évaporée, il n'y a pas rien qui laisse au fond de la poêle. On va prendre un petit verre de vinaigre balsamique. Il y a environ 45 ml là-dedans. Donc on va juste déglacer. Je vais laisser mes légumes s'imbiber du sirop que ça va faire parce que le vinaigre balsamique va comme réduire, on va avoir une réduction. Ça va vraiment donner un goût très prononcé à nos légumes. Une petite pointe vinaigrée, puis sucrée aussi parce que le vinaigre balsamique a une bonne dose de sucre. Quand c'est évaporant comme ça, on va accentuer ce goût de caramel-là. 2 minutes, je laisse le vinaigre s'évaporer complètement. Je vais avoir comme des légumes brillants. Puis on va arrêter ça. Ils vont être prêts à garnir. On va jeter un coup d'œil à nos choux. Ça va être parfait, ça. Regardez ça. Petite balle de tennis. On va les laisser sécher dans un petit coin. On va préparer notre crème fouettée tout de suite pour pouvoir farcir nos choux qui vont refroidir. C'est pas bien long à refroidir. Une fois qu'ils sont sortis du four, une demi-heure après, ça va être parfait. On va pouvoir les farcir. Ça va vous donner une chance de terminer tout ce qui est en processus, là. Les légumes, le vinaigre a bien absorbé. Je mets ça de côté aussi. C'est pas grave si c'est chaud. Ça va juste aider notre pâte à regonfler quand on va la mettre au four pour cuire. Parlant de notre pâte, je vais augmenter le four tout de suite à 450. On va garder un œil sur nos croûtons, c'est pas grave. Notre ail confit va être correct aussi, il n'y a aucun problème avec ça. La pizza, quand ça cuit, il faut que ça cuise rapidement. Si vous voulez avoir une belle croûte croustillante, il faut que ça prenne une chaleur très intense. Les fours à pizza dans les restaurants sont à quasiment à 800 degrés, 650 à 800 degrés, tout dépendant de quelle sorte de four qu'ils ont. Donc, c'est quelque chose qui fait que notre croûte, au fond, d'habitude, c'est une pierre qu'il y a dans les fours à bois. Donc, la pierre, elle reste très, très chaude. Puis c'est ça qui fait qu'on a une croûte très croustillante au fond de notre pizza. Puis ça permet finalement à toute l'eau des légumes, du pepperoni, des choses, de ne pas percer au travers et qu'elle soit toute pâteuse, là. Donc, c'est vraiment important d'avoir un four très, très chaud. Moi, 450 avec la convection, je trouve que c'est correct. Ça permet aussi de ne pas brûler. Vu que c'est pas un four qui est fait expressément pour cuire la pizza, ça va permettre d'avoir une croûte croustillante, puis aussi de ne pas perdre toute notre garniture, de ne pas brûler notre garniture en même temps. Alors, dès que tu es prêt pour ça, on garde un œil sur nos croûtons, on va préparer notre crème fouettée. On a besoin de notre malaxeur ou d'un bol avec un fouet à la main, libre à vous. Je me sens paresseux aujourd'hui, alors je vais abuser du système électrique. Je suis en vacances, hein, c'est la semaine de relâche. Alors, 500 ml de crème. On monte ça. Mon petit sachet de sucre en poudre. Pour les crèmes fouettées, je préfère le sucre en poudre. Là, je suis pas difficile sur la marque. C'est pas parce que j'ai celle-là à la maison aujourd'hui que c'est la seule qu'il faut acheter. Je dis juste que le sucre en poudre contient un amidon. Vu que c'est plus fin, la crème fouettée va se tenir plus longtemps au frigo. Donc, c'est quelque chose que le lendemain, il n'y aura pas une petite séparation. Le sucre ne fondra pas dedans aussi rapidement, vu qu'il est déjà très, très fin. Puis, il n'y aura pas de séparation dans votre crème fouettée qui va retomber. Donc, elle va se tenir mieux avec le sucre en poudre. 2 cuillères à soupe. 2 grosses cuillères à soupe. On incorpore tranquillement. On laisse ça monter tranquillement encore. Essence de vanille. Une bonne cuillère à soupe. Juste gratter les parois pour être sûr que le sucre soit tout dans le fond. Un coup que tout est bien mouillé, je vais pouvoir augmenter la vitesse. Votre crème est prête quand ça forme des pics qui ne retombent pas. Plus que ça, ça va tourner en beurre, donc essayez de ne pas aller trop loin. Ça ne sera pas immangeable si ça vire en beurre, ça va juste avoir une plus drôle de texture. Donc ça, c'est parfait. On garde ça au froid jusqu'à utilisation. Dernière petite chose, pour notre salade César, on va avoir besoin de bacon.
Si on veut qu'il soit croustillant, notre bacon, il faut le faire rôtir. J'achète souvent du bacon pré-cuit. Un, parce que la plupart du temps, je me sers du bacon, je vais le refaire cuire de toute façon. Je trouve que ça me fait sauver du temps, puis ça salit pas la maison au complet non plus, puis ça l'empeste pas. Donc, bacon pré-cuit, moi, je l'encourage. C'est la même chose que l'autre. Ça a l'air beaucoup plus léger puis beaucoup plus cher quand on le regarde au poids, mais finalement, quand on calcule la quantité de graisse qui se retrouve dans le fond de notre fourneau qu'il va falloir laver, puis l'effort qu'on va y mettre, c'est cuit. J'ai 10 tranches, je les remets au four pour les faire rendre croustillantes, ça devrait prendre 5-6 minutes. On va regarder en même temps nos croûtons, puis on va sortir nos tomates qui ont commencé à fendre, donc la peau a commencé à fendre. Regardez, ça ratatine. Ça l'éclate, c'est un signe que c'est cuit. Donc, si on met ça de côté, tantôt, on va juste les sortir de l'huile. On va garder un petit peu d'huile quand même, mais pas trop. Nos beaux croûtons. Faire le contrôle de la qualité. C'est le moment de préparer notre salade pour pouvoir accueillir tous les autres ingrédients. Donc, elle trempe dans l'eau depuis tantôt. Elle devrait avoir raffermi un petit peu. J'ai pas d'essoreuse à salade, aussi professionnelle que je sois, mais j'ai un grand bol pour la mélanger, ce qui devrait éviter beaucoup de dégâts. Alors, je vais prendre une essoreuse maison, un linge à vaisselle. On va simplement retirer le maximum d'eau par gravité. Et je vais l'essorer en la tapotant doucement. Notre vinaigrette est très épaisse, donc c'est pas grave s'il reste un petit peu d'eau après les feuilles de salade. Tout ce que ça va faire, c'est diluer notre vinaigrette, qui va la rendre plus facile à envelopper toute la salade. Alors pour les salades, on déchiquette grossièrement. C'est vrai que si on utilisait un couteau, ça irait plus vite, mais c'est aussi vrai que la salade romaine a tendance à rouiller plus vite quand on la coupe avec un couteau en métal. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser nos bonnes vieilles mains qui fonctionnent toujours bien. On va mettre ça sur pause 2 petites secondes, puis je vais juste vérifier mes choses dans le four. J'ai mon ail confit, il faut que je sorte. Et mon bacon que je ne veux pas brûler. Bon, le bacon a bien moussé. Il est bien gras. On va l'éponger un petit peu. Un peu de poivre. Un petit peu de parmesan tout de suite. On va s'en garder un petit peu juste pour garnir notre assiette tantôt quand on va dresser. Là, ça va être le moment de faire notre pâte à pizza. Elle a vraiment gonflé. On a atteint pas mal ce que je voulais avoir. Donc, le gaz carbonique s'est vraiment développé. Nos petits râpes de levure sont rendus bien gonflés. On a 2 pizzas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette pâte-là et on va la couper en 2. 2 parts égales. Là, vous n'avez pas besoin de rouleau à pâte. On y va avec les mains. Puis là, si c'est pas un cercle parfait, virez pas fou. Regardez, je la fais lever, là, puis elle s'étire bien. Une belle élasticité. Prenez les doigts. Et on l'étend avec les doigts. Là, je mets un papier parchemin sur ma plaque pour éviter de rajouter de l'huile qui ferait que ce serait gras puis que tout le monde me dirait « Ah, Nicolas, c'est trop riche, c'est trop gras ce que tu fais. » C'est au goût des saisons, pas au goût du beurre ou au goût de l'huile. Alors, on écrase bien, puis on se garde un petit rebord, un petit boudin sur le contour pour retenir la sauce. Ça va nous faire une belle croûte aussi quand ça va cuire tantôt. Et voilà, nos 2 pâtes sont là. 2 pâtes sont étendues. Je vais sortir mon ail confit. Avec une fourchette, c'est de ramasser pour pas avoir trop d'huile. C'est pas grave s'il y en a un peu, puis pas trop d'eau non plus.
Je veux juste pas qu'il y ait trop d'eau de cuisson, de végétation, de tomates sur ma pizza. Donc ça remplace votre sauce. C'est votre côté tomate. Donc en part égale ou équivalente. Et là, c'est libre à vous de les laisser entières comme ça, éparpillées, ou les écraser avec votre fourchette. Un petit peu d'origan. On a nos légumes. On va étendre partout. Donc, celle à l'avant, ça va être aux garnottes et au feta de chèvre. Donc, on étend notre fromage. Même chose avec l'autre garniture. Et on va mettre nos tranches de bocconcini. Une tranche par pointe, on va faire 6 pointes, ça fait qu'on va mettre 6 tranches. On va faire la chicane au milieu. Notre ail, on l'a fait cuire en chemise, comme on dit. On va juste l'ouvrir. Ça fait de l'ail en... Regardez bien ça. Ah, oui! C'est encore bien chaud, là. J'aurais pu attendre un petit peu plus. On va juste éparpiller cette ail-là, qu'on fit un peu partout. Donc, on a tous nos aspects. On a nos tomates, on a de l'ail, on a des herbes, nos légumes, notre fromage. Tous les ingrédients de la pizza sont là. On les a juste modifiés un petit peu pour avoir un peu de fun. Donc, même chose avec celle au fromage de chèvre. Et là, on va être prêt à mettre ça au four. 450 devrait prendre environ 20-25 minutes. Pendant que nos pizzas sont au four, on va préparer notre petit glaçage pour nos choux à la crème, puis ensuite on va farcir nos choux. D'abord, le glaçage au chocolat. Petite casserole, feu élevé. On va avoir besoin de 3 ingrédients, c'est pas compliqué. La crème, vous me connaissez. Je mets environ 125 ml de crème. J'ai de la gelée d'abricot. Donc, je vais mettre ça avec ma crème, puis on va les laisser chauffer ensemble. Une fois que ça va bouillir et que ça va être bien dissous, on va rajouter 100 g de chocolat. Aujourd'hui, on va utiliser celui-là. Si à la maison, vous préférez le chocolat au lait ou le chocolat un peu moins corsé que le 70 %, achetez celui-là. L'important, c'est qu'il y ait une haute teneur en cacao, donc pas de caramel ou de Oreo. Achetez des chocolats de qualité, c'est pas vraiment plus cher et le goût va être toute une différence. Donc ça, c'est Lind. Il peut y avoir Côte d'Or, ça peut être Laura Socor. Regardez les ingrédients. Si vous voyez beurre de cacao dans les 3 premiers ingrédients, c'est un signe de qualité. D'accord? Si c'est marqué sucre en partant ou sirop ou quelque chose d'autre, c'est mauvais signe. Donc ça, on a juste besoin de la casser en morceaux. Quand la crème puis la gelée d'abricot va être chaude, le chocolat va se dissoudre, il va fondre instantanément presque. Plus les morceaux sont petits, plus ça va aller vite. Je vais mettre ça à feu minimum. La gelée d'abricot a tendance à prendre beaucoup de temps à fondre. Ça prend une bonne chaleur pour retourner au niveau du sirop. Dans 1 minute, ça va être prêt. On va prendre nos choux. Là, je ne vais pas vous montrer la technique avec la poche de pâtisserie. Je trouve que c'est pas tout le monde qui en a une, Et c'est aussi simple de faire de la façon que je vais le faire là. Donc, prenez un bon couteau avec des dents. Et vous avez la surface du chou qui est le dessous. Vous avez juste à le couper environ le tiers de l'épaisseur. Donc, vraiment avoir comme une capote à mettre par-dessus. Donc, ça, c'est la partie qu'on va tremper dans le chocolat puis qu'on va redéposer par-dessus notre chou. Le chou, normalement, il devrait être sec à l'intérieur. Là, peut-être qu'il aurait pu cuire encore 15 minutes pour sécher. Donc, on va juste enlever l'excédent pour garder plus de place pour mettre notre crème. Juste avec une petite cuillère, une parisienne ou une cuillère à thé. Juste gratter l'intérieur. C'est de la pâte, finalement, qui n'a pas eu le temps de cuire ou sécher comme il faut. Bon, c'est bien dissous. Je vais aller verser mon chocolat directement dans la casserole. J'éteins le feu. Juste la chaleur résiduelle va faire fondre le chocolat.
Et ça fond déjà très rapidement. Donc, je le laisse aller une petite minute. Crème fouettée. On les charge comme on peut. On essaie de ne pas en mettre sur le côté. On peut en laisser un petit peu plus sur le dessus quand on va rajouter notre dessus avec le chocolat. Ça va juste écraser pour donner l'impression d'avoir un hamburger de crème, là. Et voilà, on a préparé notre super ganache glaçage. Ça, il faut travailler ça pendant que c'est chaud. Quand ça va refroidir, ça va faire une petite croûte un peu collante. Donc, petit chapeau. Numéro 1, on laisse tomber dans le fond du chaudron. Et voilà. On laisse tomber. On garnit. Voilà, vous avez une belle assiette de présentation pour mettre vos choux. On va maintenant terminer notre salade César. Donc, notre bacon est rendu bien croustillant. On va l'égrainer par-dessus. Pas besoin d'être bien compliqué, hein? On va juste mélanger tout ça. Notre pizza, à l'odeur, c'est prêt. Et voilà nos deux belles pizzas. Bocconcini et feta régulier. Ici, on a nos garnottes du ruban bleu avec notre feta de chèvre. Nos beaux légumes marinés avec notre sauce qui est faite de tomates cerises qu'on a simplement envoyé au four avec un petit peu d'huile. On a nos morceaux d'ail confit et un beau vinaigre balsamique pour unifier tout ça. Je vais couper ça en pointe, là, j'en peux plus. Quelques croûtons, quelques morceaux de bacon. Belle petite pizza végétarienne qu'on a fabriquée tout le monde ensemble. Fromage feta de chèvre, petite garnotte de chèvre. On a des légumes qu'on a sautés, grillés dans la poêle dans de l'huile d'olive avec sel, poivre, vinaigre balsamique, un peu d'orégano. Notre belle salade César maison, vinaigrette faite avec des anchois, des capres, de l'ail, des œufs, de l'huile d'olive et, bien sûr, du parmesan. On a aussi nos beaux petits choux à la crème pour dessert, farcis avec de la belle crème fouettée, un beau glaçage au chocolat brillant par-dessus dans lequel on a mis de la gelée d'abricot. Alors, ce sont tous des belles petites saveurs, des produits qu'on connaît, des choses de notre coin qu'on a adaptées. Donc ça, c'est un petit goût de chez nous. Un bon appétit à vous. Reposez-vous, amusez-vous tout le monde ensemble, puis on se revoit la semaine prochaine.